On va commencer par une rapide synthèse des ateliers de ce matin. Donc je vous rappelle, c'est une synthèse complètement subjective. Surtout, ne vous lancez pas dans un compte-rendu exhaustif de ce que tout le monde a raconté dans votre atelier. C'est plutôt vous, en tant que personne, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce que vous avez retenu. De toutes les manières, on a enregistré les ateliers, on fera des comptes-rendus exhaustifs, mais là, c'est juste pour donner une impression, en fait, sur l'atelier, à la fois sur l'ambiance, comment ça a été, voilà, et puis sur des éléments de contenu éventuels qui vous ont paru importants. Ça peut être aussi en forme de questions, voilà. Et ensuite, on abordera donc la conférence. Et donc, nous avons les lisières qui sont arrivées, librairie Les Lisières. Donc, vous avez des bouquins de Jean-Louis Laville et d'autres. Et je pense que c'est important qu'on lise des livres. Donc, voilà, n'hésitez pas, après la conférence, à prendre le temps de regarder ce qu'ils proposent comme littérature. Et donc, on peut peut-être commencer la synthèse des groupes. Donc, dans mon groupe, c'était Patrice qui voulait bien faire rapporteur. Je ne recommencerai pas, non. Après, on a eu un débat sur l'éclairage d'actions collectives et potentiellement de structures qui interviennent sur les territoires pour lesquels ils n'ont pas nécessairement compétence d'intervenir ou tout au moins la proximité suffisante pour pouvoir intervenir. Et on avait un échange sur le fait que ce soit justifié ou pas justifié. Et ensuite, on a un petit peu débattu autour de l'expertise de l'habitant ou des expertises des habitants et de la contradiction potentielle du professionnel. Et ensuite, on a présenté quelques actions qui étaient portées. Alors, sachant que le groupe était composé à 85% d'acteurs des centres sociaux, que ce soit des salariés ou des financeurs ou des bénévoles, mais voilà, on était à 85%, je pense, dans le groupe issu des centres sociaux. En chiffre réel, on était à 82 après on a eu. On était 6 et il y en avait 4 des centres sociaux. Voilà. Voilà un petit peu, rapidement. Peut-être Jeanne et Hugues pour le groupe de Rabat. A priori, je prenais le deuxième point, mais bon, il n'y a pas un ordre obligatoire. Donc, en fait, c'était plus le lien, dans mon intervention, là, c'est un peu faire le lien entre action collective et action individuelle, suivi collectif, suivi individuel. Et donc, là, il y a eu quelqu'un qui n'est plus là, malheureusement, pour en parler, mais je parlais pour elle. Donc, une accompagnatrice dans un centre social de Moulins, donc, qui nous a parlé donc, d'une action collective où en fait, on part des volontés individuelles pour arriver à une action collective et une action collective à visée professionnelle. En fait, il semble qu'il y avait 7 personnes dans ce groupe-là, et donc avec une activité traiteur qui est en train de se faire progressivement. Je pense que c'est ce qui était important, cette histoire d'individuel collectif, et là sur un exemple particulier qui est donc à visée professionnelle. Hugues pour le complément. Voilà, on a parlé aussi de la notion de travail professionnel et engagement bénévole. Avec les difficultés que ça apporte, il y a une personne qui est intervenue sur la notion de secret professionnel, jusqu'où on peut aller, et la notion de complémentarité entre la technicité professionnelle du travailleur social et la bonne volonté du bénévole, mais qui doit faire un travail complémentaire, et comment on crée cette complémentarité. Il y a une personne de la CAF qui est intervenue en disant que comme ils étaient débordés déjà dans leur travail, ils étaient tout à fait d'accord sur la notion de créer un lien. Et on était quand même dans une démarche que ça devrait être plutôt le professionnel qui intervienne et qui va vers les associations bénévoles. Mais le professionnel a du mal à pouvoir aller à la rencontre comment on crée une complémentarité justement sur la notion du travailleur, du professionnel et du bénévolat. Voilà. Bon, j'ai pas entendu grand-chose sur social écologie, ni sur l'entraide.
On est plutôt sur des profils professionnels de travail social. Vous avez traité que la première... Ah, bah, troisième groupe. Alors nous, on a fusionné les groupes du coup parce qu'il y avait 4 personnes d'un côté et 6 de l'autre, donc on a eu un groupe d'une petite dizaine de personnes. Donc on a croisé un peu les mêmes questions que ce qui a été évoqué. On a beaucoup évoqué la première question justement sur les actions collectives qui étaient mises en œuvre par les personnes présentes dans leur structure, des actions collectives qui étaient très différentes les unes des autres. On a été amené à se poser la question aussi surtout de qu'est-ce que c'est une action collective finalement, puisque tout le monde n'avait pas tout le monde utilise le même terme, mais tout le monde n'a pas forcément la même définition. On s'est posé la question aussi de la mobilisation des publics, des personnes pour ces actions collectives, une mobilisation qui peut parfois être un peu difficile pour les professionnels. La question du temps surtout que prend l'action collective pour les personnes qui sont impliquées dedans, du temps qui est parfois plus simple à libérer quand on est à la retraite, quand on est en recherche d'emploi. Par comparaison, quelqu'un a mentionné le fait que les familles monoparentales, par exemple, participaient peu aux actions de parentalité. Donc on se rend compte qu'il y a aussi un enjeu, justement, toujours un peu sur cette question des publics. Et ensuite, on a aussi mentionné le fait que certaines actions collectives partaient des envies des personnes et que dans certains contextes, pour certains professionnels, c'était pas possible de partir de partir dans ce sens-là et que souvent ça venait plutôt verticalement à partir des appels à projets parce qu'institutionnellement, on partait aussi de ces actions-là, c'est-à-dire de répondre à un appel à projet, et donc ça ne venait pas des attentes des personnes sur le terrain, mais plutôt des attentes des financeurs et des institutions. Je pense que j'ai un peu synthétisé. On a parlé aussi parfois de ce qui pouvait entraver l'action collective, donc la question de trouver des lieux. Quelqu'un parlait par exemple de l'obligation de devenir association quand on était un collectif de citoyens pour trouver des lieux. Et enfin, on a aussi un peu parlé de la question de l'attachement au territoire des personnes. L'attachement à leur quartier. Donc voilà, c'était un peu... j'ai synthétisé rapidement, désolée, j'espère que j'ai pu rendre compte un peu de tous ces échanges. Bon, merci. Donc là, on va aborder la conférence de Jean-Louis Laville. Ah, il reste un atelier. Excuse-moi. Je me disais bien. Dominique. Donc, je vais essayer d'être fidèle à ce que le groupe a évoqué. Donc, nous, on est parti de la situation que Joséphine évoquait en FJT sur l'appropriation d'une parcelle à disposition des habitants qui étaient très peu mobilisés par cette parcelle et qui, cette parcelle faisait surtout l'objet d'un travail que le FJT effectuait avec les résidents. On a essayé de traiter les 3 questions en une. Puisque l'exemple de Joséphine a suscité aussi des interpellations des autres membres du groupe, où on a évoqué le fait que l'action collective, c'était aussi pas quelque chose qui appartenait à la charge de travail habituelle, mais qui faisait partie d'une chose en plus à effectuer, et donc qui participait d'une contrainte supplémentaire au fait de pouvoir se mobiliser, et donc de la nécessité peut-être d'envisager une décharge du travail habituel pour envisager un investissement, une implication davantage dans une dimension collective. Ce qu'on a évoqué, ce qu'Alexia a évoqué aussi, c'était aussi le problème de, moi je l'ai appelé comme ça, mais c'est parce que je l'ai noté rapidement, le problème de l'incohérence entre les besoins des habitants et la nécessité de répondre à des dispositifs et donc à des appels à projets qui faisaient qu'on était un peu dans une forme de dichotomie, c'est-à-dire qu'il fallait inverser la vapeur pour que l'appel à projet redevienne quelque chose qui soit appréhendé par les habitants comme étant quelque chose d'une demande. Mais bon, ça existe un peu partout, c'est quelque chose de très descendant. Et puis essayer effectivement d'en faire quelque chose qui soit réapproprié par les habitants. On a été évoqué la dichotomie aussi de la logique de temps, qui n'est pas forcément compatible avec la démarche de l'action collective qui demande du temps, et la démarche de temps des financeurs, des équipes, des structures, etc. Le fait que la notion de dispositif et d'appel à projet induit aussi
le fait que les structures se trouvent dans des logiques concurrentielles ou de marchandisation, c'est-à-dire que là encore, la logique de l'action collective, elle doit amener aussi une forme d'indicateur d'évaluation en termes de qualité de l'impact de ce qu'a provoqué le fait de participer à une action collective au service de l'évolution des personnes, et que ça ne paraît pas forcément compatible avec les contraintes liées à la marchandisation et puis les contraintes liées à la dimension quantitative de l'évaluation. Donc la notion de logique descendante, et puis aussi la notion d'appétence à pratiquer l'action collective, parce que ça peut faire peur, parce qu'effectivement s'occuper d'un groupe et être dans une autre forme de posture ou de positionnement par rapport aux habitants, c'est aussi un peu réenvisager la manière dont on conçoit en tant que professionnel sa fonction dans une dimension d'être au service d'un collectif dans le cadre de son développement personnel et collectif. Voilà. En gros, je pense que j'ai bien fait mon travail. Merci. Alors, je vais en profiter pour, avant de vous laisser la parole, de vous expliquer un peu pourquoi nous, Centre de formation en travail social, on est présent aujourd'hui auprès de l'UPC, et finalement comment, par la présence de l'IRTS aujourd'hui, par la formation initiale, Dominique et moi, on est formateurs en travail social dans la formation des AS et puis des ES en transversalité, et puis on a Alexia qui est sociologue du pôle recherche de l'IRTS, qui aussi a exprimé tout son intérêt quant à cette journée. Donc la recherche-action qui est proposée et qui a été mis comme objet de travail de cette journée d'études, elle montre aujourd'hui que elle soulève de nombreuses questions sur la difficulté qui va être d'arrimer travail social et culture de l'entraide, et en tout cas elle porte cette journée un certain nombre d'interrogations qui peuvent être mises au travail dans le cadre d'une recherche-action. Alors nous, IRTS, dans cette démarche, parce qu'on est un centre de formation, on est là pour aussi soutenir des professionnels du travail social qui se constituent sur des groupes de travail pour porter des expérimentations et apprendre de ces expérimentations pour, à partir de ce qu'elles ont appris de ces expérimentations, monter en compétences et tout ce qu'on a appris, on le remet dans l'action. Et donc finalement, ça s'appelle un principe de la formation-action. C'est le principe de la formation en travail social qui travaille sur le principe de l'alternance, mais aussi de la formation continue qui aujourd'hui propose ce type de formation pour des professionnels et construit une proposition pédagogique soumise aux organismes de financement de la formation continue, donc les OPCO, et ça permettrait en tout cas aux travailleurs sociaux qui souhaitent s'engager dans cette recherche-action et qui voient un intérêt à monter en compétence autour de cette dynamique de l'action collective, comment on la co-construit et comment on se met au travail dans cette dynamique d'action collective pour qu'elle soit au service du développement d'une culture de l'entraide et d'une économie de l'entraide, et regarder tout le processus qui s'opère dans cette dynamique-là. En tout cas, nous, l'IRTS, mais aussi on est ouvert on travaillera ça avec l'UPC, à travailler avec d'autres centres de formation ou des universités. En tout cas, on est ouvert pour venir soutenir une initiative de travailleurs sociaux qui souhaiteraient se constituer en collectif sur le territoire de Roubaix, auprès de l'UPC, expérimenter ces nouvelles formes d'action collective et que ce soit inscrit dans un processus qui soit donc financé dans le cadre de la formation continue. Et on participerait avec le pôle recherche aussi de l'IRTS à constituer ces séminaires de travail tout au long de cette recherche-action pour que travailleurs sociaux et chercheurs se retrouvent régulièrement au cours de cette démarche de recherche-action pour travailler sur le retour de ces expérimentations, la capitalisation de ce qui a été compris, observé, compris, et repartir sur le terrain pour initier ce qui a été compris. Voilà, donc en tout cas, nous, avec l'UPC, on est tout à fait
partants et intéressés pour vous accompagner dans ça, pour écrire ensemble un projet donc de recherche-action qui finalement constituerait un projet pédagogique de formation-action, ce qui va nécessiter de définir la problématique qui va être mise au travail dans la recherche-action, la méthodologie que l'on va mobiliser, le calendrier et être au clair sur les moyens qui vont être nécessaires à la réalisation de celle-ci. Donc, en tout cas, nous, on est à vos côtés pour vous soutenir dans cette démarche et aller chercher les moyens pour que ça sécurise votre participation à celle-ci si vous êtes salarié d'une association ou d'une institution. Peut-être pour ajouter, dans l'atelier ce matin, ce qu'on se disait, c'est comment on pourrait organiser cette recherche-action. Moi, l'idée, c'est qu'on le fasse collectivement avec un groupe de travailleurs sociaux intéressés qui viennent de différentes structures. On a déjà calé une date, plus ou moins, ce serait le 14 mars matin, et de travailler justement le contenu de ce projet-là. Mais ce qu'on veut, c'est pas de faire un truc, encore une fois, théorique, même s'il y a une partie théorique, bien sûr, mais c'est vraiment l'idée de faire recherche-action, donc c'est partager, être des égaux dans ce groupe de recherche-action et partager nos actions collectives, nos pratiques, donc des gens engagés dans une action collective ou dans la rencontre de différentes actions collectives, qui partagent ce qui se passe dans leur quartier, en fait, et comment ils animent et qui soumettent à la critique des autres régulièrement ce qu'ils font, leurs questionnements, leurs réussites, leurs échecs, et qu'on ait ce partage-là. Pour ce qui me concerne avec l'UPC, voilà, vous avez vu ce matin les bricolages qu'on fait. Moi, ça m'intéresse de raconter et d'avoir un échange avec ce qu'on fait, puisque ce qui se fait ailleurs, je sais pas, l'Alma, ils font la Copa Mano, dont on a parlé ce matin, voilà, ça peut être... Et on fait ces allers-retours de cette manière-là. Après, il peut y avoir des formats différents. On peut à un moment donné se dire... moi, j'étais sur l'idée de faire une rencontre trimestrielle, peut-être, d'une journée, où on se retrouverait. L'idée aussi que peut-être on peut faire des visites de terrain entre les deux. Et on peut aussi bâtir des forums où on pourrait élargir le cercle. C'est-à-dire qu'il y a le cercle de groupe de recherche-action, mais on peut d'un coup faire une rencontre avec des habitants, avec des institutions. Voilà, c'est ce qu'on a un peu essayé d'associer aujourd'hui, même si on n'y est pas parvenu totalement, puisqu'on avait 60 inscrits, on était plutôt autour de 40. Donc voilà. Mais on va essayer de faire ça. Et après, la question, c'est... la recherche-action, c'est aussi comment on a une reconnaissance institutionnelle de ce travail-là. C'est-à-dire notamment des financeurs du travail social, et donc comment on associe la recherche, comment on associe la ville, la CAF, pour pouvoir justement bouger un peu les lignes, quoi, sans se faire taper dessus tout de suite, et sans que ça soit une action en plus à côté de tout le reste. Donc, je ne sais pas si vous avez des réactions sur cette idée-là, sur ce projet-là, sur comment vous le voyez, comment vous le sentez. La parole est ouverte. Si vous en avez déjà fait, si ça vous dit quelque chose, si ça vous paraît possible ou pas du tout dans votre cadre professionnel. Justement, c'était ouvert sur le cadre professionnel. Est-ce que c'est ouvert aussi sur des gens qui sont sur des actions bénévoles, collectives? Bon, je pense que, moi, j'ai pas de. Oui, je pense que ça peut être intéressant si les gens sont prêts à. Il faut que ça enrichisse le travail. Hein. Je ne suis pas du tout à dire qu'il faut que ça soit ça. Je suis à me dire, est-ce que ça enrichit le travail des travailleurs sociaux qui sont les principaux, acteurs de cette formation? Il faut peser le pour et le contre. Ça sera fait dans le séminaire du 14 mars aussi, hein, mais moi je suis plutôt favorable personnellement. Après, peut-être
c'est bien de faire aussi des groupes entre pairs, entre des gens qui vivent les mêmes situations professionnelles. Si on met des habitants, ça peut aussi perturber un peu la parole des uns et des autres. Enfin, c'est plus la même. Voilà, c'est ça qu'il faut réfléchir. Ce qui est bien dans ce processus, c'est ce que ATD Carmonde fait dans le travail du croisement des savoirs, où effectivement ils réunissent des pairs de personnes qui sont accompagnées, qui vivent dans le quartier, des acteurs autour de l'éducation des enfants, avec les gens qui sont de l'éducation nationale, qui travaillent dans des dispositifs de réussite éducative, où ils travaillent sur une modalité thématique particulière, ils échangent chacun de leur côté, et ensuite il y a une mise en commun. Mais effectivement, c'est intéressant de se dire que d'abord, il y a une nécessité de se retrouver ensemble, entre pairs, pour sensibiliser chaque corporation, et qu'ensuite il n'y ait pas non plus de règlement de compte. Je suis assez d'accord avec ça. On peut faire des moments de rencontre avec des militants, ou des habitants. Enfin, et peut-être voilà, c'est peut-être pas les mêmes, et c'est bien qu'il y ait des lieux séparés aussi. C'est après qu'on peut avoir vécu un peu l'expérience. Est-ce qu'il y a des professionnels du travail social dans la salle qui veulent prendre la parole? Il y a des étudiantes, il y a des militants. Alors moi je suis un peu moins sur le terrain là, on va dire, mais après je pense que ça peut être super intéressant, on est partie prenante là-dedans sur le principe. Maintenant il faut voir effectivement le rythme des rencontres. Est-ce que l'objectif peut-être c'est d'organiser à terme, d'arriver à faire des actions communes, ou après c'est voir, ou c'est plutôt un partage d'infos et de pratiques, quoi. Ouais, c'est améliorer ma pratique, ta pratique, Ouais. en confrontant des actions collectives qu'on mène dans notre structure ou qu'on cherche à développer autour ou dans notre structure. Enfin, moi, je voyais ça comme ça. Après, on peut modifier la trajectoire. L'idée, c'est de pouvoir partir sur les expérimentations d'action collective de chacun, de croiser à partir de ces expérimentations les savoirs que vous avez réussi à mobiliser autour de celles-ci, pour qu'on puisse les croiser et repartir à l'appui d'une analyse de ces expérimentations. Voilà, repartir chacun sur ce territoire, et puis entre deux, on vient injecter des savoirs théoriques pour monter en compétences et sur le développement de l'action collective dans cette dynamique de culture de l'entraide. D'accord, ouais, c'est ça. Mais donc avec des territoires, sur des différentes villes, ou on serait plutôt sur Roubaix, pour pas trop élargir, et plutôt des quartiers différents. Ok. Et après, moi, je rejette pas. Enfin, ce que tu disais, pourquoi pas faire des actions communes, ce serait possible. Ça peut être une expérience. Comme on a mal à dynamiser, et que le constat c'était aussi de dire qu'il y a des idées, il y a des petites dynamiques qui sont à droite à gauche, mais c'est sûr que c'est pas évident qu'il y ait un collectif d'habitants, enfin qu'il y ait quelque chose qui se reprenne vraiment. Et du coup, c'est vrai que si chacun, on peut peut-être imaginer quelque chose de commun. Mais... En tout cas, sur le principe, Arcadis est partant. Alors après, il faut voir effectivement si c'est une rencontre un matin par trimestre, une journée par trimestre. Je pense que c'est envisageable. Mais ce serait pas toi, c'est ça, ou c'est quelqu'un d'autre Pour l'instant, ça serait moi. Mais c'est ça, comme on est un peu en... pour l'instant, si c'est quelqu'un, probablement que ça serait moi. Après, il faut qu'on en discute à l'interne, voir un peu est-ce qu'on peut... comment ça peut se faire. Mais Le PSM, tu veux... Non. Non, dans le principe, ça peut sembler intéressant dans cette idée d'échange de pratiques et de concertation, voilà. Après, il faut voir comme je disais, la faisabilité et à mesure l'intérêt qu'on y trouve, qu'on peut y mener, parce que l'idée, c'est de pouvoir, comme il disait, de pouvoir créer du lien avec le quartier, la population. Si ça reste dans l'entre-soi, on a déjà des équipes pluridisciplinaires, on a déjà des équipes pluriprofessionnelles, on a déjà
Voilà, si c'est un échange de pratiques, et ça permet aux uns et aux autres de pouvoir visiter les structures des uns et des autres, les actions des uns et des autres, ça peut être intéressant. Nous, on est voilà. Nous, l'idée, on est le PSM, donc l'idée, c'est de réinsérer des personnes avec des pathologies mentales ou suivies dans le cadre de santé mentale. Du coup, oui, l'idée, c'est d'être au contact de l'habitant et d'accompagner les personnes dans son milieu de vie, je veux dire. Donc oui, on met en place des actions, etc. C'est toujours, dans le cadre de déstigmatisation, c'est toujours intéressant de pouvoir communiquer, d'échanger, de partager. Mais voilà, il faut que ce soit un échange, un partage, une découverte, que ce soit aussi au service dans le cadre professionnel, au service du public. Si c'est pour rester dans notre soi, juste avoir des temps pour discuter, ça peut être intéressant professionnellement, personnellement. Mais voilà, faut qu'il y ait un vrai échange. Alors du coup, moi je représente le 5907, donc c'est la pédopsychiatrie de Roubaix. Ça peut être intéressant parce que nous, on est en remaniement complet. En fait, il y a vraiment plus grand-chose en fait pour la pédopsychiatrie. Et je te rejoins par rapport aux stigmates, c'est important pour nous. Moi, c'est les CMP de Roubaix en pédopsychiatrie. Mais du coup, le service, c'est le 5907. Et c'est important pour nous aussi de déstigmatiser les familles surtout. Parce que nous, on accompagne des enfants. Il y a également les parents. Et ils ont des parcours très difficiles et ils sont vraiment très seuls. Et ce serait plus dans ce service-là, en fait, vraiment de rendre une plus-value dans l'accompagnement qu'on peut mener. Et je pense qu'il y a des services manquants, notamment le pôle ressources handicap de la ville et le RPE, le réseau petite enfance, qui pourrait s'intégrer, en fait, je pense. Ce serait intéressant. Après, quand on parle de recherche-action, c'est le mettre en action dans notre pratique ou c'est une action qui serait supervisée par une... C'est une demande qu'on aurait et qu'on mettrait en action. C'est une recherche participative où justement l'acteur est aussi chercheur, quoi. Donc c'est l'aller-retour entre ce que l'on expérimente et puis on se pose avec des chercheurs pour regarder ce qu'on a expérimenté, ce qu'on a compris. Ce serait une sorte de supervision. C'est pas, oui, sachant qu'on ne vient pas vous superviser. Il n'y a pas de superviseur et il n'y a pas d'acteur. On est ensemble, chercheurs-acteurs, pour construire des éléments de compréhension de ce qui est en train de se produire dans l'action. Et on réinjecte ces éléments de compréhension dans l'action et puis on fait ces allers-retours. C'est pas un travail de supervision, c'est vraiment un travail de décryptage de l'expérimentation et on vient tirer des savoirs de cette expérimentation en les croisant à d'autres savoirs. Je crois que c'est important, c'est que les gens qui sont dans le groupe de recherche-action, ils jouent le jeu de raconter leur propre expérience et de mettre sur la table les limites et les grandeurs de leur travail. Et c'est ça qui, si on est dans une posture institutionnelle en disant ce qu'on fait c'est bien, et puis voilà, et qu'on ne peut pas discuter, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est avoir suffisamment de confiance entre nous et suffisamment qu'on arrive à partager vraiment et qu'on se raconte ce qu'on fait, et ça te permet d'avoir un retour, même si c'est des gens qui sont hors EPSM, qui peuvent réagir au tableau que tu dresses de ton action collective et te dire voilà, pourquoi tu as fait comme ça, et d'approfondir ça collectivement et de se faire j'allais dire une religion, mais un corpus, je dirais, sur comment on booste l'action collective et d'amener des dimensions que peut-être les uns et les autres on n'a pas. Quoi, voilà. C'est décloisonné. Moi, j'avais juste une question, c'est Alors moi, je travaille plus, j'ai été travailleuse sociale, mais je travaille plus comme travailleuse sociale, mais ça m'intéresse quand même le sujet, c'est pour ça que je suis là. J'ai une question, s'il n'y a pas d'association avec les habitants du quartier dans
dans les rencontres, dès le début, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit un peu déconnecté de ce qu'elles ont vraiment envie, enfin ce que les habitants ont vraiment envie enfin, je comprends l'idée de séparer, mais est-ce que les convier après, ça ne va pas casser la dynamique de... Bon, pardon, je tremble. Mais... Ouais, non, mais c'est à réfléchir, effectivement. Je ne pense pas que ça va casser la dynamique, puisqu'on peut imaginer que les habitants, ils ne nous attendent pas non plus pour fabriquer des choses. Donc, c'est plutôt renforcer les dynamiques et d'avoir un peu de recul. Voilà, mais moi, je pense qu'on peut imaginer dans la recherche-action des rencontres avec les habitants et des rencontres sans les habitants entre professionnels. Je crois qu'il y a, enfin, ce que tu disais, je trouve que ça peut être... C'est bien la question. C'est intéressant de la poser. Parce qu'en fait, si on parle, on dit travail social et entraide. Alors, les travailleurs sociaux favorisent l'entraide. L'entraide de qui, de quoi? Non, mais en fait, il y a quand même des gens qui sont concernés par ces actions d'entraide. Et si vous allez discuter entre vous de l'entraide que vous avez favorisée sans que les gens qui ont bénéficié, c'est un méchant mot, hein, donc il y en a avoir un autre, en fait, puissent à un moment donné ou à un autre s'exprimer, là on... Oui, mais c'est pas ce qui a été évoqué hein, dans cette intention de travailler d'abord par des groupes entre pairs. C'est de co-construire la démarche ensemble et à un moment donné, bien entendu que dans la recherche-action, la question du savoir des habitants, elle va être primordiale. Je parle du diagnostic. Comment je veux dire, là, c'est les travailleurs sociaux qui posent le diagnostic d'avoir favorisé, par exemple, l'entraide dans tel quartier. C'est eux qui posent ce diagnostic. Alors, qu'est-ce qui leur permet de le faire? Comment ça se passe? D'où ça vient? Enfin, je veux dire, il y a un travail minimum. Je n'ai pas dit que les gens doivent être là systématiquement, mais il y a un diagnostic qui est posé. Tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait. Quelquefois, on pense qu'on a favorisé telle chose ou telle chose. Et en définitive, si on interroge les gens concernés, ils n'ont pas vu ça. Ou le contraire. Ou on pense qu'on n'a pas favorisé une participation des gens. Enfin, en définitive, il y en a eu. Hein, mais pour le savoir, il faut bien, à un moment donné, rencontrer, interroger ces personnes. On ne peut pas comme ça enlever. Enfin, moi, ça me dérange un petit peu, quoi. On n'a pas. L'idée, c'est d'avoir un dialogue, mais c'est pas de supprimer les usagers, les bénéficiaires, comme je sais pas quoi. Donc l'idée, c'est de dire, c'est bien qu'il y ait la construction d'une parole entre pairs et qu'il y ait d'autres moments où il y a une rencontre avec les habitants. De la même manière avec les décideurs. Même à l'UPC, on a souvent revendiqué justement les paroles autonomes et collectives. Et c'est-à-dire qu'on ne mélange pas tout le monde tout le temps en même temps, parce que tu ne parles pas de la même manière. Même les habitants usagers, s'il y a une rangée de travailleurs sociaux en face d'eux, ça ne sera pas le même dialogue que s'ils sont entre habitants et inversement. Tu vois, donc moi, je crois qu'il faut faire quelque chose un peu avec plusieurs entrées possibles. Mais là, c'est plutôt un groupe de recherche-action de travailleurs sociaux qu'on proposerait. Et avec des temps, avec des habitants, avec des militants, avec un mélange. Mais bon, ça peut se discuter. D'entraide, je pense que c'est intéressant si au-delà de l'analyse, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, de pratique ou de se réunir et de parler un peu des actions qui ont été organisées, c'est de s'entraider et de se dire moi je peux communiquer sur ton action, peut-être que si ça n'a pas permis de... Je me dis qu'en tant que... Alors, je ne cherche pas du tout une plus-value à chaque chose qu'on fait, parce qu'après, il y en a une peut-être différente. Mais je me dis que c'est intéressant si derrière, il y a quelque chose un petit peu commun quand même qui se construit et que ça peut être un groupe qui permet aussi de ne pas qu'échanger des infos, mais de communiquer, de dire je pense à telle personne qui pourrait être intéressée par ton action, ou moi je viendrais bien filer un coup de main si, je dis n'importe quoi, j'en sais rien, mais
pour voir un petit peu cette plus-value à ce niveau-là aussi, quoi. C'est sûr que... Et puis après, effectivement, aussi, des fois, il peut y avoir une... entre pairs, et puis effectivement avoir plusieurs biais pour pouvoir analyser un peu et d'avoir des fois des temps de rencontre avec les habitants qui sont participants, avec... Moi, je crois que c'est tout à fait... Alors, on peut échanger sur des coups de main, des trucs comme ça, mais je pense qu'il me paraît important, c'est que rien que le fait de participer à ces séminaires et en partageant nos pratiques, on va en retirer un bénéfice. C'est-à-dire que ça va t'aider dans la façon de penser ton action, parce que tu auras eu des critiques. Après, tu t'en fais ton miel, tu l'utilises pas. Voilà, ça, on ne va pas commencer. Nous, on n'est pas là, on n'est pas hiérarchiquement, tu vois. Donc, c'est simplement se nourrir et se dire que déjà, ça, c'est un boulot important. Alors après, qu'en plus, on communique sur l'action de l'autre, ça, rien n'est interdit. Mais le cœur du truc, c'est tout de même d'accepter de déballer ta pratique devant des autres en qui tu as confiance, sur un objectif tout de même qui est économie de l'entraide, de dire il y a une urgence à booster, ce qu'a dit Jean-Louis, les raisons, et de lutter contre le libéralisme économique et contre la bureaucratisation du travail social. Donc on essaie de fabriquer et puis par rapport à la crise écologique, tout ce qu'on a expliqué. Donc il faut qu'on soit un peu d'accord et intéressé par ce socle-là, et en disant et j'accepte de raconter la misère dans laquelle je suis. Les difficultés, peut-être ce qui a été bien, mais ce qui a été moins bien. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais ce qui est plus facile, c'est que là, on ne sera pas dans un rapport hiérarchique, justement. Donc tu n'auras pas un jugement. Tu as des gens qui sont a priori dans un autre quartier qui n'ont rien à voir et qui vont réagir ou dans un autre type de structure. Toi, tu es dans un FJT. Là, c'est différent. Des questions à poser. Mais c'est intéressant de voir les marges de manœuvre que tu as, les machins, en quoi tu te relis ou pas au quartier, aux autres actions. Je vais piquer le micro à la voisine. Est-ce que ça ne peut pas se structurer avec des professionnels qui sont en questionnement sur différents publics et qui se diraient, là, on va prendre la thématique un tel, on va rassembler, par exemple, pour les problèmes familiaux, des gens qui sont autour, qui accompagnent des familles, je pense à la maison des familles ou des choses comme ça, qui se rapprochaient sur Roubaix de ce qui se passe. Je pense au SDF et les maraudes et les restos du cœur, vis-à-vis de Public Rome, rencontrer des gens de la sauvegarde, donc des professionnels et des représentants des collectifs et éventuellement des familles roms. Donc ça serait plutôt les professionnels qui seraient à l'amont d'une question qui se poserait en disant voilà, on a telle pratique ou telle problématique, et qui diraient cette fois-ci on aimerait bien rencontrer des gens qui sont autour de cette problématique à titre professionnel ou à titre associatif. Je me pose la question si ça ne serait pas le plus efficace pour les professionnels, parce que l'objectif, c'est quand même que les professionnels puissent améliorer leur travail. Donc, est-ce que c'est pas comme ça, et c'est les professionnels qui sont plus... Ouais, moi je crois qu'il y a cette dimension-là qu'on peut un peu, moi, dans le processus conférence citoyenne, c'est-à-dire de faire, si le groupe se pose une question et disent là-dessus on a peu de ressources, on sait pas vraiment, on peut dire ça c'est intéressant d'aller chercher une expertise extérieure au groupe. Mais ce qui est important, moi je trouve aussi, c'est que déjà on échange entre nous vraiment, et qu'on soit pas simplement dans de la consommation d'experts qu'on fait venir, on écoute la conférence de Jean-Louis et puis en fait on partage rien ensemble après ou avant. Et donc l'idée tout de même, c'est d'avoir un groupe qui on dit on a une capacité nous à réfléchir collectivement, et après on va chercher des experts sur des sujets, mais c'est tout à fait possible d'associer aussi ces temps-là, qui viendraient en plus peut-être des séminaires qu'on fait. Ça peut être autour de l'habitat aussi, forcément. Ah oui, c'est tous les sujets. Et du coup, là, il y a une intervention, une expertise qui se fait, mais il y a toutes sortes de sujets qui peuvent être mis en disant on a besoin, pas d'expertise, mais d'expérience de personnes qui... Après, on va partir tout de même des sujets que chacun apporte. Ce qu'on se disait ce matin en groupe aussi, on ne peut pas tout brasser. Il faut faire gaffe aussi de pas... et donc, on part
des actions. Par exemple, voilà, il y a une animatrice qui fait un atelier cuisine, elle essaie de faire ça de manière collective. Donc elle raconte comment elle fait, et nous on critique et elle repart avec ses trucs et puis on essaie de voir comment on peut améliorer. C'est des choses concrètes comme ça. Et après, s'il y a quelqu'un qui est sur l'habitat, bah pareil, comment il fait de l'action collective avec de l'habitat. Mais il faut qu'il soit dans le groupe. Après, voilà. Et je crois que c'est important parce qu'en fait, il y a peu de lieux organisés comme ça. On est tous pris dans l'urgence et dans le travail quotidien, en fait. Et on dégage jamais de temps pour de la réflexion un peu fondamentale sur nos pratiques. On est tout le temps pris par les contingences. Alors, du coup, après, c'est effectivement aussi, c'est important qu'on fasse reconnaître cette recherche-action par les employeurs qui disent, bah voilà, je laisse partir un salarié et je suis d'accord avec le projet de recherche-action et que si le salarié revendique du temps supplémentaire pour monter un truc, bah, il laisse de l'espace à ça. Donc c'est ça aussi, que ça ne vienne pas un truc en plus, et puis que les gens disent « ouais, mais je ne peux pas venir ce coup-ci à la recherche-action, j'ai trop de boulot », quoi. Et qu'ils nous disent ça tous les trimestres, ça va être... voilà. Est-ce que les dates sont connues ? 14 mars, il y a une date pour l'instant. Après, on se voit là. Et après, non, il n'y a pas de date pour l'instant. On n'a pas défini. Enfin là, on dit une réunion par trimestre, mais si le groupe dit bah non, c'est pas assez ou c'est trop, voilà, je sais pas. Après, il faut voir. Puis si on rajoute plein de rendez-vous à côté, nanana, enfin bon, tout ça, c'est à réfléchir collectivement. Nous, on va faire le compte rendu de la journée ici, et on propose de se retrouver le 14 mars, de vous l'envoyer avant. Et que vous ayez le temps de négocier un peu, de voir un peu dans votre boutique ce que ça dit, et de se revoir là et de fabriquer le programme un peu d'échange de savoir, de croisement de savoir, en fait, collectivement, avec le rythme, les dates. Voilà. Et ça peut être une formation continue. Ça peut s'inscrire dans un programme de formation continue, comme je l'expliquais au tout début. C'est-à-dire qu'on peut faire une proposition à vos employeurs de formation-action qui rentre soit dans votre plan de financement ou qui est financé par votre OPCO. C'est-à-dire qu'on va démontrer que la recherche-action participe à la montée en compétences autour de l'action collective des travailleurs sociaux en déclinant les types de compétences. Enfin, voilà, là, on crée une proposition pédagogique pour financer les temps que vous êtes dédiés à cette démarche. C'est une super offre. Et c'est... Celui qui a reçu, je comprends. Ça se construit parce que en fait, il faut qu'on puisse faire une proposition pédagogique qui soit validée par votre OPCO. Mais bon, on est organisme de formation, donc on a un peu les outils. Je reprends un café Ruisse, tu vois, tout de suite, la première date, c'est mort, je ne suis pas dispo, j'ai formation café Ruisse. Donc, c'est ça, si les dates sont connues avant, je peux dire, non, je ne peux pas, je peux vous rejoindre la prochaine fois. Si je vois que sur un an, de toute façon, c'est à chaque fois ça tombe dans les cafés Ruisse, je ne vais pas m'engager. Le calendrier, il n'est pas complètement construit puisqu'on ne sait pas encore de qui sera composé le collectif et si collectif il va y avoir. Enfin, nous, on doit pouvoir, pour pouvoir vous proposer un calendrier, une méthode, il faut qu'on constitue un collectif, regarder les expérimentations qui vont être mises au travail, construire l'objet de la recherche-action sur lequel on va travailler. Tout ça, ça se co-construit avec un collectif que l'on souhaite démarrer le 14 mars. Voilà. Mais on peut aussi, c'est vrai que le 14 mars, en fait, c'est pas une bonne date, et donc on peut se dire qu'on va faire à partir du moment où vous avez signé la manifestation d'intérêt là pour le truc, on peut faire un framadat et se caler une date collectivement, qu'on respecte déjà la base, et on peut faire ça le 13 ou le 15 si tu veux, pour que tu sois disponible. Moi, je crois que c'est obligatoire. Tu signes. Non, mais après, on ne sait pas. Mais je crois que c'est important de reprendre de la durée. Hein. De participer
Moi, c'est ma conviction. Il y en a marre des trucs en 2 heures, quoi. Et donc, il faut se dire, voilà, il faut prendre le temps d'une journée. Une journée, ça passe vite en plus. Donc, il faut prendre le temps d'une journée. Et il faut prendre le temps aussi, si on veut construire des actions, enfin, si vous avez déjà construit des actions collectives dans un quartier, c'est pas en 6 mois. Et la logique des financements, voilà, on te file le fric, et puis 31 décembre, dis-nous comment tu as bougé tout le quartier. C'est pas vrai que ça marche comme ça. Donc 3 ans, c'est vraiment le minimum, et pourquoi pas refaire un bail de 3 ans derrière. En fait, il faut travailler en continu, quoi. Ça ne devrait jamais s'arrêter. Nous, à l'UPC, on se dit ça, on dit, ben voilà, on ouvre une recherche-action, la question ne sera pas résolue dans 3 ans. Après, ce qui est important, c'est de maintenir l'espace de discussion recherche-action. Après, ce ne sera peut-être plus les mêmes. Mais au moins, les suivants, ils profiteront de ce qui a été fait par les premiers et il y aura une continuité par rapport à ça. Et c'est par rapport à l'épuisement, là, tout à l'heure, d'ailleurs, tu en parles un peu. Mais en fait, même dans les mouvements comme Notre-Dame-des-Landes et compagnie, ou les Indignés, on peut regarder ça en disant pour finir, ça n'a rien donné. Mais en fait, quand on regarde tous les gens qui ont participé aux Indignés, on voit qu'ils sont dans les quartiers, qu'ils se sont engagés, qu'ils ont monté des trucs derrière, sauf que ils ne font plus des rassemblements sur les places et compagnie. Et pareil pour Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, il y a une partie de la lutte qui s'est arrêtée parce qu'ils avaient gagné, donc on passait une phase de gestion. Mais il y a encore plein de gens qui sont à donc Notre-Dame-des-Landes n'est pas terminée. Et puis, ça a un impact dans la société. Un truc comme ça a inspiré des centaines de milliers de gens partout. Même s'il n'y a pas la reproduction de 50 Notre-Dame-des-Landes, il y a des actions comme ça qui produisent du changement dans plein d'institutions, de machins. Et donc, toutes ces choses-là, on ne les mesure pas. Et donc, moi, je pense que c'est important aussi de... Même s'il y en a qui ont fait un burn-out, machin, et derrière, il reste plein de choses souvent. Je comprends que c'est un dispositif de formation, action de travailleurs sociaux, mais je voudrais quand même revenir sur ce qui a été souligné tout à l'heure là, par les 2 interventions, c'est-à-dire que je pense que c'est difficile méthodologiquement de sortir d'un discours convenu, même si on dit on va se dire la vérité, on ne va pas faire le langage officiel, s'il n'y a pas un biais qui va permettre d'avoir un décalage sur... Parce que c'est de l'économie d'entraide, donc c'est avec les gens. Donc est-ce qu'on peut avoir uniquement comme retour la parole des travailleurs sociaux sur ce qui est fait? Est-ce qu'il ne faut pas envisager aussi dans la recherche-action, je ne sais pas, des regards croisés d'habitants, des regards croisés d'autres travailleurs sociaux, des chercheurs qui réfèrent éventuellement une monographie pour remettre de la discussion? Sinon, on va avoir une présentation individuelle par un travailleur social de son économie d'entraide. Mais enfin, son économie d'entraide, ce n'est pas la sienne. Et donc, je pense qu'il y a on ne peut pas, me semble-t-il, avoir uniquement de temps en temps des habitants qui viennent en plus. Me semble qu'il faut qu'il y ait une réflexion là-dessus qui continue dans le sens que vous indiquiez tout à l'heure. Non. Oui, non, si. Non, ouais, c'est bon, il faut gamberger là-dessus, mais peut-être faire un groupe d'habitants en parallèle qui rencontrerait. Oui, non, mais en tout cas, la question se pose. La recherche-action, c'est vraiment l'idée qu'on. Enfin, là, c'est par rapport aux chercheurs. Donc ça, effectivement, d'avoir un tiers chercheur qui vient nous regarder et qui vient critiquer ce qu'on fait, et on peut avoir un tiers habitant qui, de la même manière, critiquerait ce qu'on fait. Et moi, je reste, enfin après c'est à discutailler, mais je reste, je crois que c'est ce que tu disais, quoi. C'est-à-dire qu'on croise qu'on fasse un croisement de savoir, mais qui est un lieu où on peut parler en confiance entre pairs de ce qui se passe. Bon, et après, on peut faire des moments de rencontre de tous ces gens-là, mais faire un truc un peu complexe, quoi. Mais pas.
Mais il y a plusieurs vécus. Il y a le vécu des gens, il y a le vécu des travailleurs sociaux qui sont aussi des gens, il y a le vécu des chercheurs qui vont nous regarder, et il y a le vécu des institutions qui... Et donc, je pense que c'est intéressant que chacun se construise une parole collective, pour ne pas être dans des paroles uniquement individuelles, de manière un peu autonome, en disant on est entre pairs, et... c'est pas pareil si je te mets avec 15 chercheurs autour de toi pour parler, ou 15 habitants. Donc c'est ces trucs-là qu'il faut faire. Et après, il faut qu'il y ait des rencontres. Mais il faut effectivement penser une machine un peu plus complexe que 10 travailleurs sociaux qui se voient une fois par trimestre ensemble et qui se racontent ce qu'ils font. Donc c'est sûr. Mais en même temps, ce moment-là, il est important aussi. Parce qu'en fait, les travailleurs sociaux, ils ne parlent pas souvent entre eux, même si on est dans les mêmes professions. Où est-ce qu'il y a des lieux interstructures à Roubaix où on est sur une approche territoriale au niveau professionnel? Donc, même les centres sociaux, je ne pense pas qu'ils aient... Enfin, à part les directeurs qui se voient une fois pour parler d'intendance... Oui, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, on ne s'autorise pas non plus toujours cet espace-là pour se retrouver entre nous, entre travailleurs sociaux, interstructures, et avoir un échange formel ou informel sur nos pratiques. C'est pas quelque chose qui va de soi, en tout cas. Ensemble autrement. Ouais, et on participera sûrement. Top. Puis, moi, ça rejoint aussi ce que Christian disait là sur quand on est professionnel, c'est pas pareil que quand on est habitant. Et donc, je crois il faut pas. Il faut des moments où on se mélange, mais il faut des moments où on se sépare. Je vois en fait que ça faisait partie des choses qui étaient un peu pointées sur l'atelier 2, mais c'est réfléchir aux conditions d'accès à la parole pour tous. Qu'est-ce qu'on propose comme modalité de conditions d'accès à la parole si on est un collège de travailleurs sociaux, si on est un collège de personnes qui sont là plutôt avec une casquette d'expertise d'usage, pour pas dire le mot public ou bénéficiaire, si on est un collège de chercheurs, c'est quelles sont les modalités d'accès à la parole et comment, de par nos postures, on peut être traversé par des biais face à ces modalités d'accès à la parole. Mais en fait, ça dépend ce qu'ils... Vive les Blancs, il faut des Blancs aussi. Ça dépend ce qui est recherché, si c'est de l'entraide entre travailleurs sociaux ou si c'est de réfléchir à l'entraide avec les habitants. Et dans ce cas-là, c'est deux choses qui sont quand même différentes, non? Je sais pas. Parce que c'est de l'entraide à tous les étages. Moi, je le vois comme ça. C'est effectivement entre travailleurs sociaux créer de l'entraide pour fabriquer de l'entraide, des actions collectives qui soient de l'entraide. Et d'arriver à différencier. Action collective, ça veut rien dire. Enfin, tu vois... Tu peux faire de l'action collective de consommation où il n'y a pas du tout de relation entre les gens. Tu as des collectifs où il y a zéro relation. Et tu as des collectifs de travail, des collectifs et tu as des collectifs où, au contraire, il y a des choses qui se vivent, quoi. Donc, c'est ça qu'on doit réfléchir. Ouais. C'est en quoi les collectifs produisent de l'entraide et pourquoi, et puis quelle entraide. Et puis, enfin, voilà, il y a plein de questions derrière. Okay. Alors, moi, je ne suis pas travailleur social, mais j'essaie de reprendre ce qu'on avait fait au niveau de la conférence, c'est l'expérimentation. Il faut savoir se laisser transformer par l'expérimentation. Alors, c'est vrai que si vous êtes entre pairs, vous pouvez analyser, croiser vos compétences, mais c'est malgré tout votre regard, quelque part, qui peut être biaisé. Et éventuellement, il faut le confronter à la réalité. C'est vrai que c'est ce retour-là. Alors, il peut pas se faire constamment, mais il y a un point important de peut-être aller analyser ou voir les gens que vous avez accompagnés dans les actions collectives, comment ils ont vécu cette action collective
C'est ça. Ça, c'est important. Donc, je crois que c'est un point de retour. Hein. Là, on avait parlé d'incompétence de l'usager. Là, on revient sur la compétence de l'usager. Vous en avez parlé. Donc, je pense qu'il y a un moment fort, globalement. Vous analysez peut-être entre vous comment vous avez vécu la chose. Déjà, de croiser entre différents travailleurs sociaux, déjà, ça permet aussi de débiaiser un peu son regard. Et après, finalement, peut-être une fois dire, avec quelqu'un qui a vécu dans un de ces collectifs, on va les voir et puis peut-être avoir le retour de comment ont vécu les personnes avec lesquelles vous avez vécu ça. Enfin, je sais pas, c'est une suggestion. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Mais bon, après, je conçois que mettre des habitants, c'est déjà pas facile. Enfin, nous, on essaye de le faire sur le quartier du Trichon. La mobilisation des habitants, c'est pas simple. Dans la durée, sur 3 ans, il faut aussi voir, là, être pragmatique, comment on va pouvoir, donc un point. Enfin voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Peut-être effectivement, on doit réfléchir à un dispositif qui intègre les habitants et les. Alors après, ça veut dire, comme tu dis, hein, ça veut dire des moyens. Oui. Parce que les gens, faut peut-être, les conférences citoyennes, les gens sont indemnisés par exemple. Est-ce que les habitants, nous on est professionnels, donc ça va, on peut se libérer si c'est négocié avec l'employeur. Convoquer les habitants pour parler des actions collectives, il faut qu'ils pigent la manœuvre, quoi. Et donc il faut qu'il y ait un cadre qui soit attractif, quoi. Doriane voulait prendre la parole. Doriane, oui, s'il y a une recherche-action, c'est qu'il y a une action. Donc, cette action, elle est au bénéfice de personnes et certainement d'habitants. Si en plus c'est autour de l'entraide, donc forcément ils sont concernés. Donc, à un moment donné, ça doit être possible de les associer. Alors, peut-être pas, peut-être que personne sera disponible ou aura envie de venir. Mais ça prouvera que du coup, c'est pas vraiment de l'entraide, c'est parce qu'ils ne se sentiront pas dans effectivement ce collectif où il y a les professionnels avec eux. Mais peut-être que ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut répondre à la question est-ce qu'on les associe ou pas. C'est quelque chose de quasi systématique, obligatoire, de les associer. Mais de quelle façon, on n'en sait rien. Après tout, j'ai trop vu souvent de les associer par des témoignages. Venez dire, monsieur, madame, comment j'ai bien travaillé, moi. Donc, c'est pas ça qu'on cherche, mais c'est justement une critique de ce qui a été fait et de comment ça peut être amélioré. Parce que finalement, c'est aussi des experts puisqu'ils sont bénéficiaires. Et si ça a fait flop, ils peuvent le dire aussi. Mais oui, peut-être que c'est pas... Le comment, c'est peut-être pas aujourd'hui, quoi. C'est... On a entendu le message qu'il fallait qu'on réfléchisse à cette question-là et qu'on va essayer de complexifier un peu le truc. Après, c'est effectivement les habitants, les actions collectives, elles sont menées dans le quartier collectivement, avec les habitants. Et donc, il y a un travailleur social qui a un peu plus de temps pour réfléchir à l'action et sur les méthodes de l'action, donc qui serait un peu travaillé dans cette recherche-action. Après, effectivement, est-ce qu'il y a des habitants de chacune des actions qui seraient intéressés à venir discuter des méthodes et de la construction des méthodes Donc faut réfléchir à ça, sans se raconter d'histoire sur la mobilisation et dire il fait ça et puis tout le monde sera là, quoi. Donc on voit bien aujourd'hui, il y avait 60 inscrits. Et il y a tout de même pas mal de gens qui ont... Parce qu'il y avait un peu de neige, mais... Il y a encore des contributions, Moi, j'avais une question parce que aussi sur les 40 personnes, il y a 6 personnes qui sont en études, au moins. Est-ce que on aurait notre place là-dedans, sachant qu'on ne travaille pas à Roubaix, qu'on est amené à faire des stages année après année et qu'on n'est pas encore, qu'on est professionnel en formation? Fais tes stages à Roubaix, cela. Tu participeras à la recherche-action pendant 3 ans, le temps de ta formation. Tu as plein de structures aujourd'hui où tu peux aller faire tes stages. Oui, voilà, c'est-à-dire si tu as une stratégie de dire, ça m'intéresse, en tout cas, tu fais tes stages à Roubaix et tu es là, tu es avec nous. Nous, en tout cas, Ancelin, si on vous a proposé, on vous a invité à cette journée,
on soutiendra votre souhait de participation à cette dynamique et on trouvera les leviers possibles. Tu peux aller à Croix, à M, à l'Isle-les-Lannoy, tout ça, c'est Roubaix. Hein. C'est la banlieue. Mais il y a ce qu'il faut à Roubaix. Hein. Rabat, en tant que vice-directeur de l'EFAS, est-ce que tu penses... Il y a été, l'EFAS, vous avez connu l'EFAS, non? École de formation d'animateurs sociaux. C'était les rois du développement communautaire, mais bon. Dis un mot, qu'est-ce que tu as pensé? Il m'oblige à parler, j'aime pas ça. Je crois que... Ouais, ce que j'ai entendu, c'est qu'on doit expérimenter, tâtonner. On n'est pas obligé d'être clair tout de suite. Et moi, ce que je constate, c'est pour ça que j'ai pas pris la parole, c'est que probablement l'objectif de notre affaire n'est pas encore totalement établi, défini, et que ça va venir petit à petit. Continuons à nous poser des questions, à structurer la tête, et puis après, on arrivera, je pense, à tomber sur nos pieds. D'ici 2-3 mois, pour être au clair sur ce qu'on souhaite faire ensemble, quoi. Peut-être moi, je voulais dire aussi, ce qui me paraît important aussi dans le groupe de recherche-action, c'est qu'on ait 2-3 centres sociaux tout de même. Je pense que les centres sociaux, c'est eux qui collent le plus à notre façon de réfléchir, là. Et donc ce matin, il y avait Patrice qui était directeur de l'ALMA, donc je pense qu'il est intéressé. Il y a Francesca de Nautilus qui devait venir, Sabine de ECO aussi. Moi, j'ai envie de leur envoyer un peu de la balle aussi pour voir s'ils dégageraient... Enfin, Christian était administrateur au bureau de l'ALMA. Donc, de voir si on peut avoir 2-3 centres sociaux, ce serait bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On repart avec cette feuille de route. Alors moi, je voulais juste donner mon avis sur cette action. Donc, étant étudiante à l'IRTS en première année en formation assistante sociale comme Ancelin, je pense que je ne vais pas pouvoir m'inscrire dans cette mobilisation. Mais parce que du coup, ça c'est pas du tout en adéquation avec ce que je veux faire pour mes projets de stage. Mais je voulais juste donner mon avis parce que je trouve ça super intéressant, l'échange qu'on a eu aujourd'hui et sur l'action que vous voulez mettre en place. Je trouve que ça permet aussi d'avoir une intelligence collective aussi et de pouvoir aussi monter en compétences, etc. Donc je pense que si j'aurais été diplômée aujourd'hui, peut-être que j'aurais adhéré aussi à la mobilisation. Voilà. Merci. Mais bon, peut-être en conclusion, parce que je vais refaire un peu mon numéro, mais je crois que aussi c'est une urgence qu'on a tous. On doit se décaler, on doit sortir du système, on doit changer les lignes parce qu'on a une crise écologique là. C'est pas les générations, c'est pas nos petits enfants. Hein, il faut arrêter avec ça. C'est 2030 là, et donc on est quasiment à la limite là des 1,5 degré. Donc il faut vraiment que on réfléchisse à où est-ce qu'on met nos billes et quel est le plus court chemin pour faire évoluer notre société, quoi. Et là où on est, et que chacun on essaie d'avoir ça en tête et de pousser ça et de pas dire c'est trop gros, donc on attend que je sais pas quoi. Donc, voilà. Donc merci à tous d'être venus et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.